Bonjour, mon nom est Jacques Hébert, je suis allergologue et immunologue au Sud de Québec et j'ai un intérêt particulier pour, comme vous le savez, ceux qui me connaissent, l'angioédème héréditaire depuis des années, ayant participé à tous les consensus canadiens sur le traitement de l'angioédème, de même qu'à toutes les réunions qui concernent l'angioédème. Sur ce dont on va parler aujourd'hui, c'est la situation des angioédèmes qui se présentent dans nos urgences. Ça reste pour tout le monde, pour les patients, pour vous autres, un défi. Et je sentais que tout le monde aurait une histoire à conter sur son expérience à l'urgence. Ça reste aussi un défi pour les médecins puis le personnel qui travaille à l'urgence. Alors, on a essayé d'élaborer avec un groupe de spécialistes québécois un outil pour permettre à nos urgentologues de mieux comprendre ce qui se passe face à un angioédème pour mieux traiter les patients. Sur la prochaine diapo, vous avez un bref aperçu de mes conflits potentiels d'intérêt qui sont en fait dans la vraie vie inexistants. Prochaine diapo. Alors, vous savez que vous êtes porteur d'angioédème et vous savez que l'angioédème se présente par des édèmes, par définition, qui sont induits par une molécule qu'on appelle la bradykinine. La bradykinine, elle est produite par l'organisme à la suite d'un traumatisme ou d'un stress. Et lorsqu'elle est produite, normalement, il y a une protéine, une molécule qui sert à la réguler, à la contrôler et qui s'appelle l'inhibiteur du C1. Et lorsque cette molécule-là est absente ou non fonctionnelle, bien, lorsqu'il y a une production de bradykinine, il y a une accumulation exagérée de bradykinine parce qu'elle n'est plus auto-stoppée. Et cette accumulation-là donne les symptômes classiques de l'angioédème que vous connaissez. Je rappelle dans les prochaines diapos qu'il y a trois grandes familles d'angioédème héréditaires. Il y a les angioédèmes qui sont associés à une absence de l'inhibiteur du C1 de façon génétique et ou une présence mais non fonctionnelle de cet angioédème, de ce C1 inhibiteur-là. C'est les types 1 et 2. Et tous les autres patients porteurs d'angioédème sont regroupés sous le même chapeau. Et dans ce groupe-là, on a trouvé des sous-groupes où il y avait des mutations à des protéines clés dans la production de bradykinine, comme voici le gène ici responsable de la production de l'inhibiteur du C1. Et actuellement, on est arrivé à décompter presque plus que 700 mutations différentes sur ce gène-là qui sont responsables des symptômes de l'angioédème héréditaire reliés à un déficit de l'inhibiteur du C1. Vous avez les autres mutations à des protéines qui ont été associées à l'angioédème, celles qui touchent le facteur 12, l'angiopoïétine, le plasminogène, et pour la plupart, c'est inconnu. Ça veut dire ça que lorsqu'on a affaire à des angioédèmes qui ne sont pas associés à un déficit d'inhibiteur du C1, un sous-groupe de patients a des mutations à d'autres protéines, comme je l'ai mentionné ici, mais la plupart de ces patients-là, non associés au C1 inhibiteur, on n'a pas d'explication de cause pour leur problème. Il reste que les choses évoluent rapidement et qu'on va probablement finir par trouver des causes plus précises et mieux les cataloguer. Mais pour l'instant, on est encore dans l'inconnu. Alors, l'angioédème, et vous le savez, se présente par des édèmes au niveau de la périphérie, au niveau de la peau. Ces édèmes-là peuvent toucher les extrémités. C'est des enflures qui sont non prurigineuses, qui sont douloureuses, qui évoluent sur quelques heures, touchent les mains, les pieds, qui sont asymétriques, qui sont migratoires. Vous voyez encore d'autres exemples de mains et de pieds qui sont touchés. La face peut être touchée, les lèvres, la bouche, le visage. L'édème peut être important. Et vous voyez ici des exemples avant et après qui sont parfois pour le moins impressionnants.
ces angioëdèmes-là, prochaine diapo, évoluent lentement sur une période de plusieurs jours. Ils s'installent lentement et ils vont disparaître sur une période de plusieurs jours. Voici l'exemple sur la prochaine diapo où vous voyez la madame qui a développé ses symptômes une journée, puis que les symptômes ont duré presque 2 semaines, presque une dizaine de jours. Alors, vous voyez que c'est pas toujours aussi long que ça, mais que l'angioëdème associé à ce problème-là, c'est un angioëdème d'installation lente et qui progresse lentement. Vous voyez aussi que lorsque l'édème touche les voies respiratoires supérieures, en particulier la langue ou le pharynx, la gorge, le larynx, évidemment, si ça entre dans ces espaces-là, l'espace est étroit et ça bloque le passage de l'air. Et lorsque le passage de l'air est bloqué, vous comprenez que, mon Dieu, les patients vont manquer d'air et peuvent suffoquer. Et donc, ça devient ici une urgence médicale vraiment capitale. La peau est touchée, ou les muqueuses sont touchées, comme je viens de le voir, mais les patients que vous êtes ont des symptômes en dehors de la peau, plus que cutanés. Et le système qui est le plus fréquemment touché, c'est le système digestif, où les patients vont se présenter avec des crises de douleur abdominale, qui sont récidivantes, qui sont diffuses, qui ressemblent presque à des abdomens aigus, des appendicites aigus, par exemple. Il n'y a pas d'inflammation, il n'y a pas de température, et souvent, à la radiographie, on va trouver du liquide dans le ventre, comme on en voit des exemples ici. Les patients sont extrêmement dilatés, comme on le voit sur la photographie d'en haut, par rapport à la situation normale. Les douleurs qui sont ici sont extrêmement pénibles et des madames m'ont dit à plusieurs reprises qu'accoucher, c'est rien comparé à ces douleurs-là. Je ne peux pas commenter, mais vous pouvez imaginer que c'est assez pénible. En fait, toutes les parties du corps peuvent être touchées. Les principales, c'est évidemment la peau par définition, mais toutes les parties du corps peuvent être touchées à des degrés variables puis à des fréquences variables. Alors, les autres caractéristiques de l'angioëdème héréditaire, vous les connaissez, c'est qu'il n'y a pas de rougeur, il n'y a pas d'urticaire. Et que deuxièmement, et finalement, et de façon importante, c'est que lorsqu'on traite ces édèmes-là avec les médicaments classiques qu'on utilise pour traiter les allergies, comme la cortisone, comme l'adrénaline ou comme les antihistaminiques comme le Benadryl, ça ne fonctionne pas ou très peu. Donc, ces patients-là, on a beau les traiter, ils restent symptomatiques, ça ne les touche pas. C'est une caractéristique de l'angioëdème héréditaire ou de l'angioëdème causé par la bradykinin. Alors, le premier défi qu'on a à faire comme médecin puis à l'urgence, c'est de reconnaître les angioëdèmes héréditaires ou les angioëdèmes qui sont causés par la bradykinin. Tous les angioëdèmes, toutes les enflures ne sont pas des angioëdèmes causés par la bradykinin. Les angioëdèmes causés par la bradykinin sont asymétriques, isolés. Ici, vous avez des édèmes généralisés qui sont causés par un syndrome qu'on appelle le fuite capillaire. C'est pas ça, l'angioëdème héréditaire. L'angioëdème héréditaire, c'est localisé, comme on en a eu des exemples, une seule main, les lèvres, la langue, un seul pied, etc. L'autre diapo vous montre aussi d'autres exemples de patients qui ont des angioëdèmes localisés, mais avec beaucoup d'inflammation de rougeur. C'est des piqûres d'insectes. Et vous voyez que ces patients-là, ce n'est pas des angioëdèmes qui se définissent comme étant causés par la bradykinin. Vous avez encore ici une madame qui s'est présentée qui a des angioëdèmes importants autour des 2 yeux, avec une rougeur du visage. Et encore une fois, c'est pas isolé, c'est pas localisé. Et en fait, ici, c'est une réaction médicamenteuse qu'elle avait. Mais des fois, en phase aiguë, sur le coup, ça peut en imposer, ça peut ressembler à des angioëdèmes héréditaires. Voici un autre exemple d'une patiente qui s'est présentée avec un édème important des 2 yeux, puis assez impressionnant comme vous le voyez. Et dans ce cas-ci, cette patiente-là n'avait pas un angioëdème causé par la bradykinin, mais ces angioëdèmes-là, ici, dans ces cas-là, évoluent lentement sur une période d'une dizaine de jours et la peau devient rouge puis plume à la fin, desquame.
c'est ce qu'on appelle une dermite de contact, une allergie à des métaux, par exemple, comme des boucles d'oreilles ou des maquillages ou n'importe quel produit chimique. Et des fois, en phase aiguë, comme la première photo que je présentais, ça peut en imposer pour un angioëdème héréditaire, mais ça n'est pas un. Et finalement, l'angioëdème héréditaire causé par la bradykinin, c'est pas un angioëdème qui est permanent. Il y a des formes d'angioëdème qui sont persistants, permanents, toujours là, qui évoluent depuis des années, qui ne partent jamais. C'est le syndrome de Rosenthal qu'on appelle. C'est rare, c'est une maladie inflammatoire qui touche surtout les lèvres ou la langue. Et ces patients-là vont avoir une enflure persistante et progressive de la cible, les lèvres et la langue le plus souvent. Encore une fois, ça ne répond pas à la définition d'angioëdème causé par la bradykinin. Alors, la première étape, c'est de vraiment reconnaître les angioëdèmes qui nous concernent, de tous les autres qui sont pénibles des fois, qui méritent d'être traités aussi, mais qui ne sont pas du ressort de la bradykinin, mais qui ne sont pas causés non plus par l'histamine dans le contexte d'une réaction allergique. Vous avez ici une autre patiente qui avait un édème d'un côté unilatéral qui évoluait depuis quelques mois, qui avait été traité par toutes sortes d'antihistaminiques puis de cortisone sans trop de réponse thérapeutique. Et on s'est rendu compte à l'examen et à l'analyse que dans le fond, cette madame-là avait un cancer du poumon qui bloquait le retour veineux du côté droit de son visage et qui causait une enflure locale. Et ça aurait pu en imposer au début pour un angioëdème bizarre ou même bradykinique, mais à l'analyse, comme vous voyez, ce n'était pas le cas. Alors donc, c'est encore un exemple d'une patiente qui s'est présentée avec un angioëdème, mais qui n'est pas du ressort de la bradykinin ou de l'histamine comme c'est de l'intérêt d'aujourd'hui. Lorsqu'on parle d'angioëdème, des patients qui se présentent à l'urgence avec des angioëdèmes purs, aux États-Unis, on compte entre 80 et 120 000 visites à l'urgence par année pour ce problème-là. Et 20 de ces patients-là sont assez malades pour être hospitalisés. Et encore une fois, ces patients-là se divisent en deux grandes catégories. Les angioëdèmes qui sont causés par la bradykinin, celles qui sont associées à l'angioëdème héréditaire, et les angioëdèmes qui sont causés par l'histamine, par les médiateurs des mastocytes. C'est ce qu'on retrouve dans les réactions allergiques, par exemple. Les deux formes d'angioëdème, qui soient causées par l'histamine ou la bradykinin, sont sur le plan clinique indistinguables. Ils sont tout à fait superposables. On ne peut pas distinguer, on ne peut pas savoir qu'un angioëdème est différent d'un autre, est causé par une autre molécule. Ils se présentent tout à fait de la même façon comme première image. L'évolution va être différente, mais la première image est indistinguable l'un de l'autre. Que la distribution de ces deux formes, dans 3 grandes études qui ont réuni quelques mille patients, que 40% des patients qui se présentent avec l'angioëdème pur, sans urticaire, sont causés par la bradykinin et que les autres, 60%, sont causés par l'histamine ou les médiateurs des mastocytes. Alors, comme je l'ai dit tantôt, c'est indistinguable les deux formes d'angioëdème, mais c'est important de reconnaître les formes qui sont causées par la bradykinin parce que s'il y a une atteinte des voies respiratoires supérieures, il y a un risque de suffocation et évidemment, il y a un risque aussi de décès. Et avant qu'on ait des traitements efficaces, on devait déplorer à peu près 30% de décès dans ces cas-là, des patients qui se présentaient à l'urgence avec des angioëdèmes importants des voies respiratoires supérieures et qui suffoquaient et mouraient tout simplement étouffés. Donc, c'est important de les reconnaître pour pouvoir les traiter adéquatement. Alors donc, dans ce contexte-là, on a voulu aider un peu nos collègues urgentologues et aussi les personnels qui travaillent à l'urgence. On a voulu leur donner des outils pour qu'ils soient capables de gérer ces situations-là. Vous avez un patient qui arrive à l'urgence avec un angioëdème au visage, par exemple, et vous avez tous sûrement déjà vécu ça. Et il y a 2 situations. Ou bien le patient sait qu'il est
d'un patient avec angioédème héréditaire, ou bien il ne sait pas. Mais il faut se rappeler aussi qu'à l'urgence, de l'autre côté, si on inclut les patients avec angioédème pur et les patients avec angioédème et urticaire, les deux ensemble, si on inclut tout ce groupe de patients-là ensemble, 95% des patients qui se présentent dans ce contexte-là à l'urgence, c'est des patients qui ont une situation causée par les médiateurs des mastocytes. Remarquez bien, j'insiste, j'ai inclus ici les patients qui font aussi de l'urticaire, parce qu'on va faire et de l'urticaire et de l'angioédème en même temps. Donc, les gens ont développé très rapidement des protocoles pour traiter ces patients-là de façon urgente parce que c'est la très grande majorité des patients qui se présentent de cette façon-là. Lorsque tu as un angioédème très pur sans urticaire, c'est une classe qui est importante à reconnaître, mais ce n'est pas la majorité. Alors donc, si le patient sait qu'il est angioédème héréditaire, le message qu'on a pour eux autres, puis qu'on a pour les urgentologues, c'est trouver le moyen de vous identifier, entre guillemets, poliment. Ce que je veux dire ici, c'est que c'est sûr que vous avez tous vécu des situations où vous êtes arrivé à l'urgence, vous avez dit que vous avez un angioédème héréditaire, les gens ne vous ont pas cru, on rit de vous autres, ont été même agressifs des fois, et c'est sûr que cette situation-là, on a à la déplorer. C'est pour ça qu'on commence à essayer de former nos personnels d'urgence pour qu'ils soient capables de reconnaître ce groupe de patients-là, puis lui donner l'importance qu'il a dans le traitement qui lui convient. Alors, mais il faut aussi, comme patient, que vous réalisiez que lorsque vous venez régulièrement à l'urgence pour des problèmes de ce style-là, vous ne rencontrez pas toujours le même personnel. Vous êtes toujours la même personne. Mais les infirmières ne sont pas toujours les mêmes, les docteurs ne sont pas toujours les mêmes. Et souvent, vous allez devenir, puis on l'a vu, impatient parce que vous n'êtes pas reconnu comme étant porteuse de la maladie que vous avez et des fois un peu agressif. Et c'est normal d'être de même. Mais je pense que le meilleur moyen ici, quand vous arrivez à l'urgence comme ça, c'est d'avoir des outils pour vous identifier. Des cartes, il y a des cartes d'identification qui existent où la maladie est décrite, il y a quelques références qui sont dites. Et si vous arrivez dans une situation où les gens ne connaissent pas ça, puis ça arrive malheureusement trop souvent encore, ne connaissent pas ça du tout, au moins avec ça, ils vont être capables de savoir que vous avez telle maladie, que cette maladie-là se manifeste de telle façon, puis se traite de telle façon. Donc, je pense qu'il y a un effort ici des deux côtés à faire. Du côté du personnel de l'urgence qu'on essaie de former de plus en plus, et du côté des patients pour être capable de s'exprimer comme il faut, d'avoir des outils qui prouvent que c'est vraiment un angioédème héréditaire. C'est sûr qu'il faut toujours penser à la situation où vous allez arriver dans une urgence où vous n'êtes pas connu et puis vous êtes loin de chez vous, mais ça peut arriver pareil, une crise dans ces situations-là, mais il faut que vous soyez capable d'être traité pareil dans ces situations-là. Et je rappelle encore une fois que et ça c'est pour les urgentologues, c'est important de reconnaître et de distinguer les deux classes de pathologie parce que le traitement n'est pas le même, puis les conséquences sont là aussi. Et puis les conséquences sont là parce que sur la prochaine diapo, on va se rendre compte aussi que le traitement d'une condition allergique, par exemple, est lui aussi important. Son intervention doit être très rapide. Alors, si vous avez un patient, évidemment, qui a un angioédème causé par la bradykinin, un angioédème héréditaire, puis il se connaît comme tel, évidemment, à l'urgence, le traitement qui s'impose, c'est celui qu'on connaît et sur lequel on va revenir un petit peu plus tard, le traitement spécifique aux pathologies causées par une accumulation de bradykinin. Je le disais tantôt, lorsque le patient arrive à l'urgence avec un édème important du visage et des voies respiratoires, il faut être prêt à intervenir rapidement, à intuber le patient et il faut être prêt à le monitorer très étroitement aussi. Parce que, comme je vous l'ai dit, la grande majorité des patients qui vont se présenter à l'urgence avec un angioédème seul ou avec de l'urticaire,
c'est causé par les mastocytes. Et quand c'est une allergie, il y a un risque de décès quand même rapide. Parce qu'une allergie, ça tue quelqu'un en 15 minutes. Une angioédème héréditaire, ça tue quelqu'un en plusieurs heures. Mais une allergie, c'est une question de minutes. Donc, c'est important d'intervenir extrêmement rapidement. Et c'est pour ça que ces protocoles-là ont été bâtis de cette façon-là. Parce que les causes les plus fréquentes étaient les causes causées par les médiateurs des mastocytes, dont l'histamine, et que le risque de décès était quand même imminent et sérieux. Et il y a quand même, vous connaissez des gens qui sont décédés de conditions allergiques. Et le traitement, c'est le même, c'est celui que vous connaissez dans ces cas-là, adrénaline, antihistaminique, puis cortisone. Et le traitement de choix, le seul traitement qui devrait être considéré, le premier choix, c'est évidemment l'adrénaline. Il faut que ces patients-là soient traités rapidement avec l'adrénaline. C'est ça qui est la thérapie de choix numéro 1, puis numéro 2, puis numéro 3. De façon historique, on donne aussi des antihistaminiques en général. La cortisone, on la donne pour les réactions tardives, mais la cortisone ne commencera pas à agir en dedans de 3-4 heures. Fait que dans la situation d'urgence, à la salle d'urgence, c'est sûr que la cortisone n'aura pas aucun effet, aucun bénéfice. Quelles sont les causes de réactions ou d'angioédème causées par l'histamine ou les médiateurs des mastocytes? Je vous l'ai dit tantôt, il y a l'allergie. Et l'allergie, vous savez, les causes, prochaine diapo, les plus fréquentes, c'est les réactions alimentaires, c'est les piqûres de guêpes et d'abeilles, c'est les réactions avec des médicaments, c'est les réactions causées par le latex, l'anaphylaxie ou l'allergie à l'effort physique, ça a été décrit. Et des fois, quand on ne trouve pas de cause intelligente, on dit idiopathique. Ces réactions-là surviennent rapidement, évoluent rapidement, et il y a quand même un danger de décès. À côté des allergies, il y a quand même des urticaires qui peuvent donner, qui peuvent ressembler étrangement à une réaction allergique. Sauf que l'apparition est moins fulminante habituellement, l'évolution est plus lente et il y a de l'urticaire ailleurs aussi sous le corps. Et ces gens-là qui font une réaction urticarienne associée, par exemple, à une infection virale, ou des fois une réaction médicamenteuse à un médicament, ces gens-là meurent pas de ça. On ne meurt pas d'une réaction urticarienne, mais on peut être drôlement touché, par exemple. Et troisièmement, comme troisième cause de manifestation causée par les médiateurs des mastocytes, ça peut faire partie tout simplement de l'urticaire chronique. Parce qu'on sait que ceux qui font de l'urticaire assez régulièrement, l'urticaire peut se manifester aussi par de l'angioédème. Et de temps en temps, les patients vont faire une crise d'angioédème hors du commun. Et quand le patient avec urticaire chronique fait de l'urticaire, habituellement, il va voir le pharmacien pour avoir des médicaments. Quand il fait de l'angioédème, surtout au visage, c'est l'urgence qui vient. Alors donc, ces patients-là se présentent à l'urgence, mais ils sont traités comme des réactions urticariennes, puis ils répondent comme des réactions urticariennes. Donc, c'est les causes principales de réactions d'angioédème causées par les médiateurs des mastocytes, dont l'histamine, et qui inclut encore une fois l'allergie et l'urticaire, qui sont les causes les plus fréquentes. Alors, on traite ces patients-là avec nos médicaments, l'adrénaline, le Benadryl et la cortisone, et si le patient s'améliore, ben écoute, on a livré la marchandise. On a réglé le problème du patient. Il s'agit maintenant, à partir de maintenant, de continuer de le monitorer, de continuer de le suivre, de s'assurer qu'il reste stable, de l'observer pendant une période de plusieurs heures, et puis de s'assurer qu'il va être évalué par un spécialiste un peu plus tard pour trouver la cause de son problème. Si c'est une allergie alimentaire, trouver la cause de l'aliment en question pour qu'on puisse l'éviter, ou le médicament, ou peu importe. Donc, si on a traité notre patient puis il répond, notre problème est réglé. Il reste à continuer de le suivre et de l'évaluer ultérieurement. Mais si le patient n'est pas complètement amélioré par la médication qu'on lui a donnée, ben, il y a deux possibilités. La première possibilité, c'est qu'on n'a pas donné assez de médicaments.
Donc, on est autorisé à répéter nos doses d'antihistaminiques. Puis des fois, ça fait une différence parce que tout le monde n'est pas fait de la même façon. C'est pas vrai que one size fits all. Il faut ajuster les doses selon les patients. Tout le monde n'a pas besoin de la même dose. Et puis, dans le contexte de l'adrénaline, ben, il y a aussi une autre situation qui peut survenir, c'est qu'il y a des médicaments qui peuvent bloquer l'action de l'adrénaline, qu'on appelle les médicaments bêta-bloqueurs. Ces médicaments sont utilisés pour la pression artérielle surtout, mais des fois aussi pour les migraines ou le glaucome. Et ces médicaments-là, lorsqu'ils sont pris, ils empêchent l'adrénaline d'agir. Alors, évidemment, si vous êtes en situation d'urgence comme maintenant et que vous donnez l'adrénaline, qui est votre médicament numéro 1, puis qui ne fonctionne pas, ben, il faut s'assurer d'abord que le patient ne prend pas un médicament qui va bloquer son action. Et ça, c'est capitalement important. Puis le patient, là, bêta-bloqueur, il ne sait pas ce que c'est. Il faut lui demander quelle sorte de médicaments qu'il prend, puis pourquoi il les prend, ou etc. Donc, le patient est traité, vous avez augmenté les doses, il n'est pas bêta-bloqué, et donc, puis il répond bien. Encore une fois, dans cette situation-là, vous avez réglé la situation du patient qui va continuer d'être observé, qui va être évalué ultérieurement pour trouver des causes. Mais si le patient ne répond pas, après avoir fait tout ça aux médicaments, ben c'est là qu'il faut commencer à penser bradykinin. C'est là qu'on faut mettre en balance la possibilité que ce qu'on voit là, l'angioédème qu'on voit là, est causé non pas par l'histamine, mais par la bradykinin. Et les causes d'angioédème causées par la bradykinin, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a plusieurs. Les principales sont celles qui sont causées par certains médicaments, dont des médicaments pour la haute pression, qu'on appelle l'IECA, mais aussi reliés à certaines tumeurs ou certains processus néoplasiques là, qu'on appelle l'angioédème acquis. Et ceci, c'est à part des angioédèmes héréditaires dont on a parlé. Donc, face à une situation où ça ne répond pas aux médicaments standards, il faut passer à la bradykinin. C'est pas le temps de se poser des questions existentielles sur où est la cause. Il faut le traiter parce que votre patient est enflé, les voies respiratoires sont peut-être touchées, il faut intervenir. Et les façons d'intervenir, vous le savez, c'est les concentrés d'inhibiteurs plasmatiques du C1, le Bérinaire ou son équivalent Cinryze, ou bien, deuxièmement, l'antibradykinin qu'on appelle icatibant, qui est un médicament qui se donne par voie sous-cutanée. Si ni un ni l'autre sont présents, bien évidemment, on peut toujours donner du plasma frais congelé. C'est pas aussi bon, mais c'est mieux que rien. Mais là, aujourd'hui, il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas l'un ou l'autre des deux médicaments à portée de main. Logiquement, lorsqu'on a un angioédème qui n'est pas causé par un déficit d'inhibiteur du C1, il serait peut-être plus logique de traiter avec icatibant parce qu'on redonner un surplus d'inhibiteur du C1 à quelqu'un qui a un C1 inhibiteur qui est normal, c'est peut-être pas la stratégie la plus logique qu'on ait. C'était la seule, on l'a essayé, ça fonctionne quand même dans certains cas, mais c'est peut-être plus logique d'essayer de bloquer l'action de la bradykinin directement avec l'icatibant. Alors, voici le schéma de traitement suggéré par le consensus canadien dont la version finale vient d'être publiée en 2019. Si vous avez des édèmes cutanés, autres qu'au niveau du cou de la face, au niveau d'une main par exemple, ou d'un pied, mais le traitement est optionnel. Vous pouvez décider de traiter le patient ou de rien faire, d'attendre que ça passe. Ça va dépendre de bien des facteurs. Ça va dépendre de la sévérité, ça va dépendre du travail du patient, mais toutes les attaques, quelles qu'elles soient, peu importe où elles sont, devraient être considérées comme traitement. On ne peut pas décider qu'on ne traite pas
telle ou telle région parce qu'on ne sait jamais si ça évoluera pas vers plus gros et plus fort un peu plus tard. Mais toutes les fois qu'on a une atteinte cutanée qui touche la face ou le cou ou une atteinte abdominale, encore plus fortement une atteinte laryngée, c'est sûr qu'il faut traiter ce patient-là de la façon dont je l'ai mentionné tantôt. Et si on a une atteinte laryngée, il faut garder le patient sous observation très, très, très rapprochée, être prêt à intuber ou à faire une trachéo si besoin était. Alors, vous comprenez ici, cette photo, que vous voyez la langue extrêmement enflée puis le pharynx enflé. Vous comprenez que l'air va commencer à avoir de la misère à passer d'une part et que les docteurs vont avoir de la misère à intuber ce patient-là d'autre part. Donc, il faut intervenir rapidement avant que ce soit bloqué complètement. Parce que là, le seul choix qu'on a, c'est la trachéo. Alors, et voici un exemple de ceci, encore une fois, exemple véritable qui est arrivé dans certains de nos services. Alors, évidemment, encore une fois, l'angioédème récital, c'est un processus qui évolue lentement, c'est une période de souvent heures. Donc, contrairement à une allergie qui est brutale et immédiate. Et c'est sûr que lorsque le patient commence à devenir essoufflé, lorsqu'il a une atteinte des voies respiratoires supérieures, et le temps que ça prend entre le début de l'essoufflement et la connaissance, ça peut être de quelques minutes à quelques heures. Puis lorsque le patient a perdu connaissance, c'est une question de minutes qui nous reste avant pour intervenir avant de perdre le patient. Donc, plus on va intervenir précocement dans le processus, plus efficace on va être pour prévenir les complications. Et c'est ça le but de l'exercice. Et comme patient, vous avez aussi à vous présenter ou à intervenir avec vos médicaments de secours le plus rapidement possible aussi. Beaucoup d'études ont montré que plus on intervient rapidement, plus efficace ça va être, et moins sévère la crise va être. Et ça, c'est des buts importants dans le traitement ici. Et puis, plus on va intervenir rapidement, plus le système va être efficace, moins on va finir par faire de crise en bout de ligne. Ça aussi, ça a des conséquences à long terme, positives. Donc, il ne faut pas avoir peur d'intervenir et d'intervenir rapidement. Il n'y a pas de raison d'attendre la dernière minute. Ça ne profite à personne. On est mieux de se dire en fin de journée, peut-être que j'aurais pu attendre, que de dire j'aurais donc dû attendre. Alors, je résume en disant que l'angioédème peut être causé par des médiateurs libérés par les mastocytes. C'est la réaction allergique ou l'urticaire. L'évolution vers l'asphyxie est peu probable, mais le risque anaphylactique, le risque de réaction systémique immédiat est relativement réel. L'incidence est quand même dans 0,5 à 2 alors que les angioédèmes causés par la bradykinin ne répondent pas aux médicaments standards comme on vient de mentionner, qui incluent l'adrénaline, le Benadryl et les cortisones. S'il y a une atteinte laryngée et on ne fait rien, il y a quand même un risque d'asphyxie qui conduit au décès dans 30% des cas. Et l'importance d'intervenir rapidement est capitale. Il y a une foule de consensus puis de travaux qui ont été publiés sur le sujet et je pense que le message, c'est qu'on essaie maintenant de former de plus en plus non seulement les urgentologues, mais les infirmières qui travaillent dans les urgences, au triage ou ailleurs, pour qu'ils soient capables de reconnaître les patients puis d'intervenir correctement. Puis dans le fond, le seul objectif qu'on a ici, les personnels des urgences sont très bien formés pour traiter les réactions allergiques ou induites par l'histamine. Et les protocoles sont très bien en place un peu partout. Il faut les amener à penser bradykinin de temps en temps. J'ai vu trop souvent des patients qui ont eu 7, 8, 9 doses d'adrénaline
qui ne marchaient pas avant qu'on commence à construire d'autres options. Puis, trop d'adrénaline, ça a des effets secondaires, puis c'est dangereux aussi. C'est pas ça, c'est pas banal. Donc, le message qu'on essaie de livrer, c'est ces gens-là. Puis comme patient, c'est le message qu'il faut livrer aussi, c'est il faut penser bradykinin de temps en temps. Puis il faut se rappeler aussi que lorsqu'on traite nos patients avec les médicaments pour l'angioédème causé par la bradykinin, la réponse n'est pas instantanée. Avec l'adrénaline, dans le contexte des réactions allergiques, les patients vont répondre en 10 minutes, ils vont être nettement améliorés. Mais pour ce qui est des patients avec angioédème causé par la bradykinin, si vous les traitez d'une façon adéquate et correcte, ils vont se stabiliser, ils vont répondre, mais la réponse va être quand même, toutes les études le montrent, sur une période de plusieurs heures, très souvent. Donc, mais le patient se stabilise, puis la vapeur est renversée. C'est ça qui est important, c'est ça qu'on voulait. Alors, je vous remercie. C'est un peu le message que je voulais vous livrer ce soir.